Donc merci à tous d'être ici pour cette visio de rentrée qui réunit 6 clubs du réseau Agora Manager, représentant 5 communautés, l'Agora des assistantes de dirigeants, l'Agora des directeurs juridiques, l'Agora des directeurs achats, l'Agora des directeurs financiers et l'Agora des directeurs expérience client Paris et Lille. Donc merci à tous d'être réunis ce soir pour cette visio. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Bouzou, qu'on ne présente plus, économiste et essayiste français. Juste avant, je souhaitais évidemment, au nom d'Agora et de l'ensemble des comités de pilotage et de Sébastien Guénard et Mickaël Lejar, les cofondateurs d'Agora Manager, vous souhaiter une très belle année 2021. Évidemment, nos meilleurs voeux, en espérant évidemment que cette année soit plus sereine que celle qui vient de se passer. Nous remercions évidemment tous nos partenaires et nos membres ici présents pour leur fidélité. Merci à tous de continuer à nous accompagner. Et puis, des bonnes nouvelles pour démarrer cette année. Sur l'Agora des directeurs juridiques et compliance, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 2 nouveaux partenaires. Infinity, qui est spécialiste du management de transition dans la fonction juridique, en association avec le cabinet Desclèves et Associés, donc représenté ce soir par Francis Fernandez-Mouron pour Infinity et Arnaud Desclèves pour le cabinet Desclèves et Associés. Et ODrive, une société française, j'insiste, qui est un éditeur de logiciels qui propose des solutions de partage, de sauvegarde et de signature électronique sécurisées. Et donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christophe Laborde, qui est Sales Team Leader chez ODrive, qui va vous présenter en quelques mots ODrive. Je vous laisse la parole. Merci Brice. Permettez-moi, au nom d'ODrive, de vous adresser nos meilleurs vœux, en espérant que 2021 soit une année un petit peu plus sympa que 2020, et plus agréable surtout pour tout le monde. Et merci aussi de nous donner l'occasion de présenter aussi ODrive. Alors ODrive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société effectivement qui est franco-française, 100% française, et ça va avoir son importance dans quelques instants, qui a été fondée il y a une vingtaine d'années par 3 associés fondateurs. Et c'est grosso modo maintenant 400 personnes. On continue d'accroître le revenu et le nombre de salariés. Même pendant la période de Covid, on a continué à embaucher un nombre conséquent de salariés. Donc on est plutôt hyper fiers de ça. Et notre métier, c'est l'édition de solutions logicielles. Alors sur 2 domaines d'activité, on est spécialiste déjà de la gestion des données sensibles de l'entreprise. Et on va s'attaquer ou s'attacher à gérer les données sensibles, donc au travers par exemple de la gouvernance d'entreprise, des données de production, des données financières, tout ce qui est toutes les données les plus sensibles, majeures d'une entreprise, au travers de solutions de partage de fichiers. Donc on est apparenté à des solutions type Dropbox ou Microsoft, et on va être vraiment un complément des solutions Microsoft, des solutions Google qui sont majoritairement utilisées par toutes les entreprises. Et comme tu disais Brice, on s'attaque aussi aux démarches de sauvegarde de données d'entreprise et également à des solutions de signature électronique de documents. Donc tout ce qui est confiance numérique, ce sont des vastes sujets qui ont explosé pendant la période de Covid, où vous avez eu besoin, j'imagine tous, de pouvoir dématérialiser tous ces processus. Et ODrive, de par son expertise, est amplement capable de vous accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup Christophe. Je vais laisser la parole à Sébastien Guénard, coprésident, cofondateur du réseau Agora Manager, pour l'interview de Nicolas Bouzou. Bonjour à toutes et à tous. Très très belle année 2021. Plein de perspectives, plein de belles choses. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Nicolas Bouzou. Alors Nicolas Bouzou, tout le monde le connaît aujourd'hui, y compris par le fait qu'il a produit un best-seller en B2B avec Julia de Finesse, la comédie humaine, inhumaine, mais plein d'autres sujets qu'il aborde, et je vous invite à faire la rétrospective de ses livres et des valeurs qu'il défend. Et ce soir, on a le plaisir de l'accueillir sur l'axe économique. Et donc, quelle perspective économique pour 2021 ? Alors, on va scinder l'opération, si on peut parler ainsi, mais en tous les cas, on va déjà aborder les nouvelles politiques. Est-ce qu'il y a vraiment des perspectives politiquement en 2021 ? Alors, déjà, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux.
la situation économique, elle dépend de la situation sanitaire. C'est pas une crise économique classique, ce qu'on a vécu en 2020 et ce qu'on continue de vivre malheureusement. Donc c'est très différent de ce que vous avez pu connaître par exemple en 2008, où on avait vraiment une crise économique endogène qui prenait ses racines dans des dysfonctionnements monétaires, financiers. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. On a une conjoncture économique qui dépend vraiment de la conjoncture de la situation sanitaire. Alors la situation sanitaire, elle était évidemment mauvaise au printemps, elle s'est considérablement améliorée cet été, elle s'est un petit peu redégradée à la rentrée, beaucoup redégradée en novembre. Comme on a confiné, elle s'est améliorée, et là en fait on craint, on anticipe qu'elle se redégrade beaucoup en raison de l'arrivée du fameux nouveau variant britannique. Donc ça c'est pour la situation économique de court terme. Alors pour répondre à votre question, à ta question, est-ce qu'il y a des perspectives en matière de politique économique? Moi, l'idée que je défends, c'est que, au fond, en 2020, la politique économique, elle a consisté à soutenir au maximum les entreprises et les salariés. Et puis un peu aussi les indépendants, les petits commerçants via ce qu'on a appelé le fonds de solidarité. Mais globalement, l'idée qui a été mise en œuvre par le gouvernement du point de vue économique, ça a été de dire il faut qu'on soutienne au mieux les entreprises, qu'on soutienne au mieux les salariés, qu'on soutienne au mieux, même si c'est plus difficile à faire, mais les indépendants, pour faire en sorte qu'on soit tous là au moment de la reprise économique. Au fond, ce serait idiot de laisser une entreprise faire faillite à cause du coronavirus, parce que cette crise, elle ne sanctionne pas des fautes de gestion, c'est juste une catastrophe qui nous est tombée dessus, et donc il faut soutenir au maximum les entreprises et les gens. C'est une politique... Bon, sur ce point, les choses sont plutôt bien faites, bien ressenties. Oui, alors moi c'est une politique que j'ai soutenue, bien évidemment, et c'est une politique qui a été efficace, puisque quand on regarde l'augmentation du chômage, il y a une augmentation du chômage, mais pour l'instant en France, elle est assez limitée. Alors les faillites, en 2020, elles ont été 25% inférieures aux faillites en 2019 parce que les mécanismes de soutien qu'on a mis en place, des mécanismes d'allègement de charges par exemple, d'allègement d'impôts et puis aussi bien évidemment de mécanismes du type PGE que vous connaissez par cœur, mais donc des choses assez différentes. Mais en tout cas, tous ces dispositifs de soutien, toutes ces mesures, en fait, ont sauvé des entreprises, y compris des entreprises qui auraient dû faire faillite en 2020, indépendamment de la crise de la Covid-19. Bon. Alors l'effet de convergence, il va arriver à un moment donné avec l'arrêt du soutien. Exactement. Alors, on parlera de la crise sur le plan sociétal tout à l'heure. Mais ce que tu dis est très important et ça va me permettre de répondre enfin, j'en suis désolé, à ta question. En réalité, ces mesures, elles fonctionnent à rendement décroissant. Ce que je veux dire par là, c'est que prenez le chômage partiel, l'activité partielle de longue durée. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui font appel à ce type de dispositif, que ça marche bien pendant une période de temps qui est relativement limitée, mais quand ça dure 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, c'est très difficile parce que les salariés sont démotivés, parce qu'ils s'éloignent un peu de leur emploi, parce qu'ils peuvent aussi se déqualifier, parce que le système de formation continue dans notre pays ne fonctionne pas encore exactement comme il devrait fonctionner, donc c'est difficile. Les PGE, c'est très bien quand on en prend un pour sécuriser sa trésorerie. Quand on en prend un deuxième et qu'on commence à utiliser l'argent du PGE, c'est moins bien. Et puis les PGE, il faudra les rembourser, même s'il y a des différés de remboursement. À partir du mois de mars, il y a des entreprises qui vont commencer à rembourser des PGE. Donc il faudra aussi financer ce remboursement. Donc vous voyez que si je prends simplement ces deux mesures, elles ont des rendements qui sont décroissants. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, la politique économique en 2021, je passais une partie de l'après-midi avec le ministre de l'économie qui faisait sa réunion des économistes. Et donc, alors bien évidemment, je ne peux pas le droit de donner des échanges, mais en revanche, je peux vous dire ce que moi je dis. Et ce que je dis, c'est que en fait, en 2021, il faut avoir une politique économique qui soit beaucoup plus intégrée, c'est-à-dire qui prenne en compte les données et les actions sanitaires. Et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre savent peut-être que je répète, jour et nuit depuis 6 semaines, le meilleur outil de politique économique, c'est le vaccin. Voilà. Parce que, au fond, les aides, elles fonctionnent à rendement décroissant, mais le vaccin, l'immunité, elle ne fonctionne pas à rendement décroissant.
quand on aura vacciné 30 millions de personnes, c'est malheureusement pas tout de suite, ce qui m'a beaucoup mis en colère ces derniers jours, mais quand on aura vacciné 30 millions de personnes, là on pourra rouvrir les restaurants. Et là, on pourra commencer à dire, progressivement, on diminue les aides. Et là, on aura vraiment une perspective de retour à la normale pour les entreprises. Si on fait une petite parenthèse politique, compte tenu de ce que tu viens de dire, bien sûr. Problème de supply chain, ou tout simplement attente du lab dont tout le monde parle pour nous fournir le vaccin. Alors, il y a beaucoup de choses. Mais en supply chain, le constat est flagrant. J'y consacre quand même 35 secondes parce que c'est très important. Bon, déjà... C'est la petite parenthèse Non, mais c'est une parenthèse qui est très importante parce qu'elle est dans l'actualité et il faut que tout le monde comprenne ça. Déjà, je pense que le président et le Premier ministre, dès le début, ont considéré que le vaccin était quelque chose d'important, mais que ça n'était pas le plus important. Et donc, je pense qu'on a manqué d'impulsion politique. Et là, pour le coup, j'ai un désaccord de fond, je pense le plus gros désaccord depuis le début de ce mandat que j'ai eu avec le président de la République et avec le Premier ministre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, très concrètement, il y a eu des problèmes de supply chain, de logistique, qui n'ont pas été traités, ce qui là aussi m'a mis en colère, puisque ça fait 6 semaines que je dis à l'opinion publique, au gouvernement, qu'il y a ce problème qui n'est pas traité, et il n'a pas en effet été traité. Bon, dès le début, moi j'avais proposé de confier cette question soit à des gens comme vous, soit à l'armée, en tout cas à des gens qui savent faire de la logistique. Et le professeur Fischer, qui s'occupe de la campagne de vaccination, est quelqu'un qui est formidable, qui est très estimable, qui a un niveau scientifique très important. Mais c'est vrai que j'avais considéré qu'on n'avait pas besoin d'un scientifique, puisqu'il s'agissait de faire venir le vaccin et de le mettre dans le bras des gens, et non pas de le trouver, puisqu'il est déjà trouvé. Donc oui, problème de logistique très important, au-delà même des tracasseries que nous cause l'administration. Le maire de Cannes m'expliquait ce matin qu'il a acheté 2 congélateurs et que l'État vient de lui dire qu'il n'avait pas le droit de les utiliser. Donc ça, ce sont des petites choses qui font le charme de notre pays. Ça, c'est un problème administratif, je dirais. Mais au-delà de ça, il y a en effet sans doute des problèmes logistiques, puisque... Alors Nicolas, on va vite revenir. Voilà. Mais c'est le sujet de la politique économique, en réalité. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sortie de la crise économique, elle est sanitaire. Mais le lab est un leurre, juste pour... Oui, non, le lab. L'attente par rapport à... Non, il faut absolument qu'on mette la pression. C'est la petite histoire du lab, on appelle ça. Non, mais il faut qu'on mette la pression et qu'on aille très vite. Il faut que très, très, très rapidement, on aille vers 150 000, 200, 250 000 vaccinations par jour. Donc on n'y est pas, mais il faut y aller très vite. Alors on revient sur perspective 2021. Oui. D'où vient l'argent ? Oui, alors l'argent, il vient de l'endettement, puisque en 2020... ce qui est historique, mais la plus grosse partie des ressources publiques est venue de l'endettement et non pas de la fiscalité. Donc cet argent, il n'est pas magique, il ne vient pas de nulle part, c'est de l'argent qu'on nous prête. La bonne nouvelle, c'est que la Banque Centrale Européenne, qui appartient en dernier recours aux États de la zone euro, nous prête énormément d'argent. Alors elle le fait pas directement, parce que quand l'État français émet une obligation, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de souscrire directement cette obligation, mais c'est pas grave, c'est BNP Paribas ou une compagnie d'assurance qui souscrit cette obligation, et puis cette obligation, elle est rachetée par la BCE, qui la met à son actif, et là, elle est bien, elle bouge plus, et la BCE achète cette obligation avec de l'argent qu'elle crée, puisque la Banque Centrale Européenne a le pouvoir de créer de la monnaie. Et donc, en réalité, on a aujourd'hui un phénomène de création monétaire massive. C'est ce qu'on appelait il y a longtemps la planche à billets, qui permet de financer ce nouvel endettement. Pour vous donner un ordre de grandeur, 70% du nouvel endettement des pays de la zone euro se retrouve à l'actif de la Banque Centrale Européenne. Donc, on a vraiment un mécanisme de planche à billets, alors qui n'est pas de l'argent magique. La planche à billets, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui a un coût, mais ce coût, c'est pas la solvabilité de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut pas craindre, c'est le fait que les États auraient des difficultés à se financer, parce que tant que la Banque Centrale Européenne nous prête de l'argent, on n'a pas ces difficultés. Est-ce que le fait que l'ensemble des pays dans le monde sont concernés, et en particulier si on fait... si on parle de l'Europe, ouais. Tout le monde est concerné, ça permet de nous rassurer ou... Oui, ça permet de nous rassurer, mais surtout ce qu'il faut bien comprendre... Est-ce que tout le monde fait la même chose ? Est-ce qu'on fait pire que les autres ? Tout le monde fait la même chose. Alors, déjà,
cette planche à billets, elle va générer de l'inflation sous une forme ou sous une autre c'est l'effet attendu. à moyen long terme. Voilà, donc on l'a déjà cette inflation hein, sur les prix de l'immobilier, sur les prix des actions, mais le risque, c'est que ça fasse de l'inflation sur les prix des biens et des services à l'horizon de quelques années. On n'y est pas du tout, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Deuxième effet pervers, c'est que cette politique monétaire, elle s'accompagne de taux d'intérêt zéro, c'est-à-dire qu'elle dérègle complètement la finance. Hein. Taux d'intérêt zéro, ça veut dire que le risque n'est pas rémunéré, n'a pas de prise, ce qui évidemment est quelque chose qui est absurde et qui amène à faire de grosses bêtises. Alors, ta question portait sur... Elle portait sur est-ce qu'on est pire que les autres Oui, sur le... est-ce qu'on est pire que les autres? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est au même niveau sur le plan mondial? Je pense qu'il y a des grandes différences. Alors, il y a des grandes différences, mais ces grandes différences, j'y reviens, elles sont liées en fait à la situation sanitaire. C'est-à-dire que les pays qui ont été les plus frappés par la crise sanitaire sont ceux qui ont la récession la plus forte. La France a été très frappée, donc on a eu une récession très forte, vous le savez, moins 10%, mais qui est comparable avec ce qu'on a en Italie ou en Espagne. Un peu moins au Royaume-Uni, mais on est un peu dans le même ordre de grandeur. Et en Allemagne, où la crise sanitaire a été en 2020, pas début 2021, mais en 2020, elle a été 2 fois moins forte. Bon, on a une récession qui est 2 fois moins forte, si vous voulez. En revanche, quand on regarde l'effort budgétaire qui a été fait, qui a été engendré par cette crise, en fait, on voit que la France s'en sort pas trop mal. Quand on fait la somme plan de relance, soutien aux entreprises rapporté au PIB, qu'on fait des comparaisons internationales, on voit en réalité que le Royaume-Uni a fait plus que nous, on voit que l'Italie a fait plus que nous, et on voit que l'Allemagne a fait même plus que nous. Alors en fait, en France, on a été assez efficace parce qu'on a fait les PGE. Et les PGE, en fait, c'est pas de la dépense publique, alors sauf pour évidemment les prêts qui ne seront pas remboursés. Il y aura des prêts qui seront pas remboursés, mais pour l'essentiel, donc on a responsabilisé. C'est pas des... on a fait un truc qui est quand même assez astucieux, c'est qu'on est passé par les banques, on a décentralisé le process, et je me souviens très bien de ça parce que j'assistais aux réunions où ces choses-là ont été décidées. L'idée, c'était de se dire, au fond, plutôt que ce soit l'État qui fasse des aides et on ne saura pas trop comment faire, il vaut mieux que ce soit les banques qui prêtent. Alors certes, pour les entreprises, c'est pas un don parce que ces prêts, il faudra les rembourser. En réalité, je ne veux pas trahir de secret, mais ils ne seront pas remboursés en totalité parce qu'il y aura une action de politique publique. Ça n'est pas du tout une annonce que je fais, hein, c'est un pronostic. Hein. Ce n'est pas une annonce, c'est un pronostic. Mais mon pronostic, qui je pense est assez solide, c'est que de toute façon, on coupera une partie des PGE. Voilà. Et ça a permis d'aller vite et en effet d'être très efficace. Mais ça aura permis de sauver 10, 20%. Le score est déjà connu ou pas? Ah oui, c'est plus que ça. En réalité, on a sauvé trop d'entreprises. On a sauvé pour l'instant trop d'entreprises d'une certaine façon, puisque comme je vous disais, les faillites ont diminué en 2020 par rapport à 2019, ce qui du point de vue économique est absurde. En réalité, ça n'a pas de sens, mais ces faillites, elles auront quand même lieu et elles sont devant nous. Parce que ce qu'il faut bien voir, la contrepartie négative pour le coup de cette politique, c'est que l'endettement des entreprises en France est très important. C'est le plus élevé des pays de l'Union européenne, rapporté au PIB, et c'est celui qui a le plus progressé en 2020. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire que devant nous, on a une problématique de restructuration de dette des entreprises qui est absolument massive et qui se fera de façon un peu artisanale, entreprise par entreprise, mais qui se fera aussi de façon massive. C'est-à-dire qu'il y a un moment en 2021 où, je pense, le ministre de l'économie dira « Écoutez, je prends ma part et je dis n'importe quoi. » Là encore, ça n'est pas du tout une annonce ou une confidence que je vous fais, mais 10, 20, 25% des PGE, l'État les récupère, on les sort des bilans des banques. Enfin, ça sort à la fois du bilan des entreprises et des banques. Ça sort du passif des entreprises, ça sort de l'actif des banques. Je pense qu'on ira vers ça. Pas plus de 20. Alors, on est dans ces prévisions-là. Non, mais le problème, c'est pas du tout pour pas vous répondre, mais ça dépend de la crise sanitaire. Il doit faire un pronostic. Oui. Alors en fait, ils font des scénarios, mais ce sont toujours des scénarios qui sont assis sur la crise sanitaire. D'où mon obsession des vaccins. C'est pas que je suis monomaniaque ou que j'aime les piqûres. Non, mais c'est pas ça. C'est que plus vite on sera sorti de la crise sanitaire, moins on aura à couper dans les PGE. Alors, pour répondre quand même à ta question, si aujourd'hui on devait se dire quelle est la part des PGE qui ne sera pas remboursée, aujourd'hui c'est très faible. Donc il n'y a pas de problème massif. Aujourd'hui c'est très faible. On a quand même bien protégé notre économie. Je mets de côté, j'en parlais tout à l'heure, les petits commerçants, les indépendants, les professions libérales qui n'ont pas pu bosser. Ça c'est très compliqué. Mais pour le reste, on a plutôt bien protégé l'économie et on va continuer puisque
là je vous fais un tout petit peu une confidence, mais le ministre de l'économie annoncera une extension, je pense assez sensible, du fonds de solidarité dès la semaine prochaine, notamment pour permettre aux petites entreprises de payer leur loyer. Parce qu'on a demandé un effort aux bailleurs avec le crédit d'impôt, mais bon, tous les bailleurs ne peuvent pas faire cet effort, et donc on va donner de l'argent aux entreprises en fait, pour qu'elles puissent payer leur loyer. À un moment donné, il y a eu aussi un effet accélérateur sur la partie retail, Oui, puisqu'on commençait à réinvestir sur du retail avec des aides d'État à nouveau avant Covid. Oui. C'est tout simplement un effet accélérateur, puisque mais- la trentaine de mille dont on parle qui doit disparaître, elle devait disparaître, mais à 5 ans, a priori. Bon, c'est vraiment Donc, il faut se redire des vérités aussi. Le secteur oui. du commerce de détail est très, très intéressant. C'est un secteur, en fait, surtout sur certains segments qui étaient en difficulté ou en transformation. Transformation, bien évidemment, avec la concurrence du e-commerce, avec des augmentations de loyers aussi, importantes dans les métropoles, avec des comportements d'achat un peu nouveaux comme la seconde main, par exemple, très, très important. Donc, il y avait ces transformations structurelles, et puis il y avait sur certains segments de vraies difficultés. Si on prend par exemple le segment de l'habillement, ou du meuble, mais plus encore l'habillement, on a vraiment une diminution des marges structurelles liées, j'en parlais, à l'augmentation des loyers, liées aussi au fait que c'est très concurrentiel et que les prix ont tendance à baisser. Donc, vous voyez, mélange, difficulté, restructuration. Mais c'est bien, parce que c'est le genre de débat qu'on n'a pas, on voit la catastrophe, mais voilà, alors la crise, on ne elle savait accélère pas ça. que... Oui. Ouais, voilà. La crise, elle accélère ça. Et d'ailleurs, je pense que dans l'entreprise, si on veut réfléchir correctement à cette crise du Covid, il ne faut pas trop se dire que c'est un agent de changement. Vous savez, c'est un peu les théories du monde d'après. Je crois que c'est pas tout. Enfin, c'est un peu ça, mais c'est surtout un agent d'accélération des changements. Je pense qu'il vaut mieux le prendre comme ça. Tous les sujets dont on parlait avant, qui nous intéressaient beaucoup, dont vous parliez. Moi, je participe à vos forums régulièrement. On parle de quoi? On parlait de télétravail, on parlait de e-commerce, on parlait de dette publique, déjà. Tous ces sujets-là, en fait, ils ont été considérablement... On parlait des GAFA, de la concurrence des GAFA, bien évidemment, j'oublie le plus important. Tous ces sujets-là, ils ont été magnifiés, intensifiés par la crise. Ouais, on a eu un effet accélérateur. Un effet accélérateur. C'est très clair sur les GAFA, sur le e-commerce, sur le drive. On a eu un accélérateur absolument considérable. Les GAFA, c'est les grands gagnants de la crise. Les grands gagnants de la crise, oui. Amazon, juste un chiffre, Amazon, l'une des plus grosses entreprises du monde, 30% de chiffre d'affaires en plus par trimestre. Voilà. On va se mettre sur le plan transformation de l'entreprise, plan RH, et donc la nouvelle vie des salariés. On part sur Oui. du flex. On a des accompagnements. Il y a plusieurs sujets à travers le plan RH. Le plan RH, il y a une nouvelle aide qui a été déclarée Absolument. avec Transition Pro, si tu peux en dire un mot. Voilà. Oh, bah, alors, vas-y toi plutôt, parce que je pense que tu connais mieux le sujet. Alors, Transition Et Pro... moi, je vais en dire fait, que c'est très bien. Parce que c'est très bien. En tous les cas, l'État a mis 1,2 milliard sur la c'est ça. table, dont 500 millions, puisque Transition Pro, je rappelle que c'est le fonds GESIF. Donc chaque salarié ayant droit d'aller directement demander la transformation de son métier, un congé annuel, etc. Enfin, toutes ces solutions que vous connaissez. Et là, pour le coup, l'État a donné la possibilité aux entreprises, à travers une enveloppe qui représente un peu moins de la moitié, C'est ça, 500 millions. mais 500 millions d'euros quand même, pour assurer la transformation des salariés et commencer à observer là où il y a des secteurs où il va y avoir bien évidemment des licenciements, voilà. et il va y avoir des secteurs... Oui, alors en fait, la problématique est globale, c'est de se dire, toujours pareil, cette crise, elle intensifie les mutations. On avait déjà sur le marché du travail français un problème, comme disent les technocrates, d'adéquation de l'offre et de la demande de travail. C'est-à-dire que, si je caricature, on forme des sociologues et on a besoin de codeurs. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Bon. Avec en plus des tuyaux très honnêtement entre, par exemple, Pôle emploi et France Compétences, dont j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien raccordés. Donc une vraie difficulté à amener soit des salariés à se former davantage, soit des demandeurs d'emploi à se former vers des métiers sur lesquels il y a de la demande. Donc, je laisse de côté la question des demandeurs d'emploi, mais en effet, on essaie d'imaginer des plans à l'intérieur de l'entreprise qui essaient de faire en sorte que
les gens, au fond, évoluent et notamment se forment davantage dans cette période qui est une période où les transformations schumpeteriennes, pour pontifier, les transformations de l'économie, sont un peu accrues. Donc ça, je crois que c'est l'un des premiers grands volets de la question managériale. Le deuxième grand volet de la question managériale, c'est le volet télétravail, au fond. C'est-à-dire, de quelle façon est-ce qu'on gère cette question du télétravail qui est tombée sur la tête des entreprises de façon extrêmement brutale. Et là, on en parlait, il peut y avoir des salariés gagnants. Qui n'avaient pas... Alors moi, je crois que cette affaire-là, elle peut mettre tout le monde gagnant. Déjà, je trouve que c'est un très bon sujet de discussion pour les partenaires sociaux. Et d'ailleurs, j'observe à l'échelle nationale, enfin moi, les partenaires sociaux que j'ai rencontrés, y compris la CGT, je trouve ont eu des demandes... Ça grince pas trop, oui. Bon, je trouve même que leurs demandes sont tout à fait légitimes. Enfin, je n'ai pas grand-chose à redire à ça. En tout cas au niveau général. Après, le télétravail, ça a été formidable, ça a été passionnant cette période parce que ça nous a permis de voir les conditions du succès. Et les conditions du succès, il y en a 3. C'est d'une part que ce soit facultatif, alors pas forcément en ce moment, mais en dehors, quand on sortira de la crise, que ce soit facultatif. Il y a des gens qui adorent le télétravail, il y en a d'autres, notamment chez les plus jeunes, qui n'aiment pas, et puis ils ont un logement trop petit, puis ils aiment bien venir au bureau, et puis, etc. Donc il faut respecter ça. Donc un télétravail toujours facultatif. Deuxième règle, télétravail, grand maximum, 2 jours et demi par semaine. Bon, mais grand maximum. On sait qu'au-delà de 2 jours et demi par semaine, il y a une perte pour l'entreprise parce que la machine à café, ça compte. Ça compte en matière d'innovation, ça compte en matière de productivité. On en parlait tout à l'heure. Le body language, les interactions sociales, et là, tout ça, c'est très important. Donc télétravail sur les métiers télétravaillables, 2 jours et demi maximum. Et puis, troisième condition de la réussite, un management adapté au télétravail. Les gens, ils sont en télétravail chez eux. Laissez-les faire ce pourquoi il est intelligent d'être chez soi. Chez soi, c'est bien pour faire un travail de fond, où on a besoin d'être concentré. Donc, il ne faut pas embêter les gens avec trop de réunions par Zoom, Teams, etc. Minutes, Nicolas, avant que les gens partent directement. Je vais utiliser 15 secondes. Je vais utiliser 15 secondes. Un management basé sur l'autonomie. On laisse les gens se concentrer quand ils sont chez eux et on fait les réunions, le travail d'équipe quand on est au bureau. Et on prendra 1 minute. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle sortie des Gilets jaunes ? Quand on sera sorti de la crise, en réalité. Quand on est en période de crise, tout le monde s'occupe de la crise. C'est quand on va sortir de la crise et qu'on aura une croissance forte, parce que peut-être on en reparlera pendant le débat tout à l'heure, mais je pense qu'on peut sortir de la crise avec une croissance très forte, qu'il va y avoir une bataille pour la valeur, qu'il va y avoir des frustrations qui vont s'exprimer, que les premières lignes aussi, ces fameuses premières lignes qu'on a encensées, mais pas forcément mieux rémunérées, c'est là qu'ils vont demander des rémunérations plus élevées, d'ailleurs, à mon avis, à juste titre, et donc c'est là qu'on risque d'avoir des tensions sociales. Pas pendant la crise, en sortie de crise. Alors, on va se retrouver à 19h pour les interactions. Donc, on aura une visibilité. Vous allumerez vos caméras pour poser des questions, etc. Et donc, comme à la tradition, les rooms, n'oubliez pas de faire le tour de table. Et on se revoit avec grand plaisir à 19h. Il est 30. Normalement, vous avez disparu. Et nous aussi.